Le point éco avec Florent Vabon, économiste chez Ecofif. Florent, avant de faire le point sur ce qui s'est passé sur l'actualité cet été, je vous propose tout de suite de repartir en arrière. C'était sur ce plateau, c'était dans votre intervention dans l'émission du mois d'avril. On écoute. Cela étant dit, et je termine juste là-dessus, nous ce qu'on surveille vraiment c'est l'emploi. Et sur l'emploi, on a une lecture assez différente du consensus. C'est qu'on ne dit pas qu'on est à l'aube d'une dégradation massive sur le marché de l'emploi, mais on constate des irrégularités. Toutes les enquêtes, en termes d'emploi, tous les indicateurs ne donnent pas le même message. Et d'autre part, il y a aussi un problème de fiabilité dans les données. Vous attendiez des chiffres importants cet été, ils sont tombés au mois d'août, que disent-ils? Alors, ils disent deux choses. La première chose, c'est que l'emploi aux États-Unis ralentit. L'emploi privé, je dirais même. Donc ça, c'est désormais une certitude pour tout le monde, sachant qu'au mois d'avril, comme on l'a vu sur la vidéo, il y avait une petite crainte dans le marché de réaccélération du marché de l'emploi. Ça, nous, on n'y a jamais cru. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a eu une révision assez forte des chiffres de l'emploi aux États-Unis, en l'occurrence quasiment 800 000 emplois en moins sur la période avril 2023, mars 2024. Donc on voit bien ici, ça illustre le problème de fiabilité. Et ces chiffres-là, ils sont définitifs? Ces chiffres-là sont quasi définitifs. Ok, je voudrais juste qu'on fasse un peu de pédagogie. Oui. J'entends des choses, quand j'entends le bruit médiatique, j'essaie de comprendre. Dites-moi en deux mots comment c'est calculé. On me parle de création d'emplois aux États-Unis. Les créations d'emplois, c'est une enquête soumise aux entreprises. Ok, donc c'est une enquête. Premier panel. Ok, c'est un sondage. On me parle de taux de chômage. Taux de chômage, c'est une enquête soumise aux ménages. Deuxième panel. Ok, donc ça, c'est là encore un critère qui est un critère de sondage. On me parle d'offres d'emploi non pourvues. C'est quoi ça? Encore un autre sondage. Ok, donc en fait, toutes les stats qu'on commente tous les mois, et on en entend de manière importante vendredi, c'est du sondage. Exactement. Et en plus, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que la différence entre le sondage soumis aux ménages et le sondage soumis aux entreprises est très importante. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre la perception du marché de l'emploi par les ménages et la perception du marché de l'emploi par les entreprises. Dans tous les cas, ça ralentit. Alors j'ai bien compris que vous m'aviez expliqué que c'était pas très fiable. Juste, qu'est-ce que vous trouvez plus fiable, les ménages ou les entreprises? C'est plutôt les entreprises qui sont le plus fiables. Ok, tant qu'on est dans la pédagogie, Florent va continuer. Début août, on découvre dans l'actualité, parce qu'il se passe des choses et qu'on a des chiffres qui tombent sur le taux de chômage, on découvre un truc, ça s'appelle la règle de Sam. Alors c'est pas la règle de l'oncle, puisque Sam, ça s'écrit avec un H entre le A et le M. La règle de Sam, c'est quoi? C'est la règle de Claudia Sam, qui est une économiste qui donc a développé une règle au Brookings Institute en 2019, qui consistait à essayer d'identifier, évaluer les récessions, en temps réel en réalité. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'était de lisser le cycle et que quand elle identifie une récession, elle puisse verser des aides aux ménages. Lisser le cycle, éviter qu'il y ait une grosse récession. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment est-ce que c'est calculé? On prend la moyenne des 3 derniers mois du taux de chômage, on regarde sur cette série statistique le point le plus bas des 12 derniers mois, on retranche le premier au second et on obtient la série. Lorsque ça dépasse 0,5, on est techniquement en récession. Ok, donc techniquement en récession. Au mois d'août, c'est ce que ça nous dit. Est-ce que vous pensez que l'économie américaine est en récession? Alors, 2 points. Le premier, c'est que dit la recherche académique? Et donc, j'ai reconstitué des données depuis 1930 à l'aide de cette recherche. Et j'ai recalculé la règle de Sam depuis 1930. Il y a déjà eu des faux signaux. Ça reste très fiable, mais il y a déjà eu des faux signaux, notamment dans les années 30, dans les années 45, dans les années 60, même au début des années 2000. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce que le taux de chômage augmente? C'est parce qu'il n'y a pas de licenciement, il y a plutôt des entrées de travailleurs sur le marché de l'emploi qui sont en demande de travail. Donc c'est pas nécessairement cohérent avec l'idée de... D'accord, donc vous dites la règle, elle est pas infaillible. Non, et d'ailleurs, il y en a plein d'autres des règles qui n'ont pas fonctionné. L'inversion de la courbe des taux, ça n'a pas fonctionné. La récession technique en 2022, ça n'a pas fonctionné. Juste, ça veut dire quoi la récession technique, ça n'a pas fonctionné? Quand on a 2 trimestres consécutifs. 2 trimestres de baisse consécutive. C'est une récession, voilà. Technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, aux États-Unis, une récession, ça a une définition bien précise. Ce sont des gens qui se réunissent autour d'une table, un comité, le NBER, et qui dit, OK, la dynamique de la consommation, de la production industrielle, de l'emploi, c'est ça. Il y a une récession, on la date très précisément, elle a eu lieu de temps à temps, donc c'est postérieur à l'identification de la récession. Et donc, on n'y est pas du tout encore, pour le moment. En tout cas, c'est pas mon sentiment. Cela dit, le risque a augmenté parce que le marché de l'emploi se ralentit très fortement, et le taux de chômage augmente aussi un peu. Taylor, Sam et tutti quanti, c'est quoi votre règle préférée?
Moi, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Ma règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et donc voilà, j'ai des méthodes un peu orthodoxes. Minsky, c'est quoi? Minsky, c'est lorsque tout va bien, entre guillemets, les investisseurs, je schématise, prennent du levier, c'est-à-dire s'endettent fortement, donc on a une augmentation du crédit, et puis il y a une mauvaise nouvelle et tout s'effondre. Ok. Vous avez trouvé comment Jérôme Powell à Jackson Hole? Plutôt bon, j'ai pas envie de le mettre à dos. Il manquait de nuances quand même. C'est-à-dire que j'ai retrouvé un peu le Jérôme Powell de fin 2023, celui qui avait fait pousser des ailes au marché en anticipant des baisses de taux dès le début de l'année. Pourquoi manque de nuances? Parce qu'il a vraiment identifié qu'un seul scénario, le scénario du pire en quelque sorte, puisqu'il a quand même prononcé une phrase très forte. Il a dit qu'il ne tolérerait aucune dégradation supplémentaire du marché de l'emploi. Et donc forcément, les marchés financiers qui anticipaient déjà quasiment 0,50% de baisse en septembre, bah, ça les a effectivement renforcés dans cette idée. Et je pense que c'est un peu maladroit parce en tout cas c'est ma lecture des choses, alors même que j'avais identifié le fait que le marché de l'emploi ralentissait. À mon sens, on n'est pas encore à l'aube d'une récession. Cela étant dit, comme le marché de l'emploi c'est largement détendu, que le taux de chômage augmente un peu, que l'emploi privé ralentit, que la consommation des ménages aussi ralentit, c'est le moment de baisser les taux. Mais pourquoi? Toujours la même marotte, si je puis dire, ajustement de politique monétaire, ce que je dis depuis des mois. Ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire qu'on a un risque de déception au vu de la conférence de presse et du discours du 18 septembre? Alors, il peut y avoir un risque de déception, en effet, ne serait-ce que par l'ampleur de la baisse. Moi, j'anticipe 25 points de base et le marché en anticipe un peu plus. Et dans la communication qui peut être faite par rapport aux dots. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé dans les précédentes émissions. Les dots, c'est la manière qu'ont les membres de la Fed d'indiquer leurs perspectives de baisse de taux 2024, 2025 et long terme. Et donc, s'ils les bougent pas ou s'ils les bougent que très peu, sachant que le marché anticipe de nombreuses baisses de taux d'ici la fin 2025, bah, ça pourrait recalibrer les anticipations en effet. Ok, il est clair que la Fed, ça a un impact sur les marchés, ça a un impact également sur l'économie américaine. On parle également souvent de la BCE dans cette émission, qui a un impact sur l'économie assurément, sur les marchés c'est peut-être un peu moins évident. Est-ce que finalement la banque centrale qui a le plus d'impact sur les marchés, c'est pas la Banque du Japon? En ce moment, oui. On se souvient de cet été, donc du 5 août, la Banque du Japon. On en a parlé aussi de très nombreuses reprises dans cette émission. Elle a augmenté ses taux durant l'été. C'est pas nécessairement le mouvement de hausse de taux qui était inattendu, mais plutôt l'ampleur. Ça a été un tout petit peu plus que ce qu'on attendait. Et cette décision d'augmenter les taux d'intérêt a débouclé ce qu'on appelle des positions de carry trade. Pour le dire très simplement, c'est que il est peu coûteux d'emprunter en yens et d'investir ailleurs, parce qu'il y a des différentiels de taux d'intérêt qui sont énormes. Et donc, le taux d'intérêt au Japon ayant augmenté, le yen s'étant renforcé par la même occasion, ça a créé de la volatilité, des remous, des débouclages de positions. Et dans le même temps, les investisseurs se sont fait peur en se disant que les États-Unis étaient peut-être à l'aube d'une récession. Ces deux éléments mis bout à bout ont fait que les marchés financiers ont fortement baissé. Nous sommes mercredi. Hier, on a eu les chiffres manufacturiers aux États-Unis. Et on a vu aussi le yen se renforcer. Donc on retrouve un peu, c'est une réminiscence du 5 août, ce qui s'est passé hier soir, où on a des chiffres aux États-Unis qui sont moins pires, mais qui sont quand même pas terribles, et des débouclages de positions potentiellement. Les marchés d'actions japonaises ont baissé, les marchés d'actions américaines ont baissé aussi. Donc il va falloir qu'on apprenne à parler japonais pour décrypter le gouverneur de la Banque du Japon. C'est déjà fait. Ok, parfait. Dernière petite question. Le 12, la BCE va parler. Christine Lagarde parlera donc avant Jérôme Powell. Est-ce qu'elle est royale au bar pour baisser ses taux? Elle est royale au bar, ouais. Christine Lagarde. Donc, la dernière fois que je suis venu dans cette émission, j'avais dit baisse de taux en juin. Ça, c'était très facile. Pause en juillet, baisse de taux en septembre. Ouais, vous étiez entre nous, vous aviez annoncé 4. Vous étiez à 5 et vous étiez passé à 4. Voilà. Vous étiez le plus baisse de taux de la place. Ouais. Et d'ailleurs, le marché nous a rejoints sur les 4, puisque désormais, il voit une probabilité plus importante qu'il y ait une succession de baisses de taux à chacune des 3 réunions qui arrivent. Donc ça, c'est le premier point. J'ai pas changé mon scénario de ce point de vue-là. Donc j'anticipe toujours une baisse de taux en septembre, octobre, décembre. Pourquoi? Parce que la désinflation suit une bonne tendance, donc ça va dans la bonne tendance, c'est la bonne tendance et la bonne direction, même s'il y a des soubresauts, je pense que la thématique de la désinflation est intacte. Et puis, un autre élément sur lequel je suis un peu moins confiant, entre guillemets, c'est que
Jusqu'à présent, je disais qu'il y allait avoir un rattrapage de l'économie au second semestre pour la zone euro. Et ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une économie européenne qui s'englue. Et ça, c'est un élément supplémentaire pour baisser les taux. Et donc, je continue de penser qu'effectivement, on va vers 3 baisses de taux. Il y aura 3 baisses de taux, c'est-à-dire aux 3 prochaines réunions. Très bien, on suivra ça. Et puisqu'on a le calendrier qui est actuellement affiché, on notera quelque chose, mais on en parlera plus tard. Ça ne concerne pas 2024, mais 2025, où une fois, ce sera à la Fed qui parlera avant la BCE. Ça sera fin janvier et il y aura un jour d'écart. Je pense qu'à ce moment-là, ce sera chaud. Merci beaucoup, Florent. On parle tout de suite de l'état des marchés.